La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ces attentats à Ankara avec, je vous le disais, 97 morts, plus de 125 morts selon certaines associations de médecins. On ne compte même plus les blessés, plus de 250 blessés. Et ce soir, eh bien, toujours pas de revendication. Les autorités turques, je vous le disais, qui pointent la responsabilité de l'organisation de l'État islamique. Je vous propose d'écouter le chef du parti pro-kurde, le parti HDP. C'est la team Demirtas, c'était dimanche. Nous n'allons pas agir par esprit de vengeance ou de haine. Nous ne voulons pas ajouter de la violence à la violence. Mais nous allons demander des comptes. Le 1er novembre, date du scrutin législatif, sera la première étape. Ce jour ne sera pas la fin. Mais le 1er novembre sera le début de votre fin. Le mois de novembre est une bonne période pour renverser un dictateur et nous commencerons à œuvrer dans ce sens. Marc, c'est bon, avant de reprendre ce débat quand même, vous disiez il y a des thèses qui circulent à l'heure où l'on se parle. Ça serait le frère d'un des auteurs de l'attentat de Suruç qui aurait peut-être commis cet attentat, un djihadiste kurde. Oui. Il y a des djihadistes kurdes. Il y a des djihadistes français, il y a des djihadistes russes, enfin, caucasiens, il y a des djihadistes kurdes. Et dans le passé même, alors c'est d'ailleurs une des questions qui se pose toujours sur cet attentat, donc ces deux frères Alagöz, qui sont de cette ville de Adıyaman, étaient passés en Syrie. Il y a quand même les services secrets turcs, selon le journal Hurriyet, évaluent à quelques 3000 les ressortissants turcs qui combattent dans les rangs de l'État islamique et d'autres groupes djihadistes en Syrie. Donc ils étaient passés en Syrie, ils seraient rentrés il y a quelques mois. Et donc, un des deux aurait fait l'attentat de Suruç, qui ont d'ailleurs exactement le même modus operandi et qui ont choisi surtout les mêmes cibles, c'est-à-dire à la fois la gauche et le HDP. Ces groupes islamistes kurdes qui existent, qui sont assez marginaux, mais qui existent, ils sont même présentés aux élections, sans d'ailleurs remporter de succès, le Hudapar. Ce sont des groupes qui sont déjà violemment affrontés avec les militants de la gauche kurde à l'automne dernier, quand la gauche et les Kurdes se mobilisaient pour la résistance de Kobané, où les Kurdes résistaient face à l'État islamique. Donc, c'est une des hypothèses. Pour le moment, on attend d'avoir des preuves, y compris des analyses ADN. C'est une des hypothèses. Mais ce qui est sûr, et on en parlait déjà tout à l'heure, c'est qu'il y a une ville comme Adıyaman, qui est une petite ville, 290 000 habitants du sud-est, qui a été quand même un des nids de ces djihadistes turcs et kurdes, dont la presse a beaucoup parlé, et apparemment il n'y a pas eu jusqu'ici de la part des autorités de véritables enquêtes, de véritables opérations menées contre cette ville, alors que déjà on en parle depuis des semaines. Un député qui depuis n'a pas été réélu de la gauche, du JAP, Parti républicain du peuple, Ümit Özdağ, je crois de son nom, avait même fait une interrogation parlementaire au Premier ministre et il n'avait jamais eu de réponse. Barchin Inanç, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le président Erdogan paye une politique de double jeu justement avec les islamistes et qu'il a laissé filer la situation? Écoutez, moi je ne vais pas évidemment mettre mon doigt vers Erdogan, de dire que c'est Erdogan ou ces hommes, son équipe qui a fait l'attentat. Ce n'est pas ça qu'on parle. Ce qu'on peut tenir responsable le président et le gouvernement de deux points. La première, c'est que pour un grand moment, pour un très longtemps, le gouvernement, je pense, a tourné le dos aux organisations islamistes, ils les ont fait laisser passer par les frontières. Ils pensaient que c'était des modérés, des organisations plus modérées, mais dans un théâtre comme la Syrie, un modéré devient très vite radical, il rentre, etc. Donc je pense qu'on a premièrement sous-estimé ce problème. Deuxièmement, écoutez, comme j'ai dit avant, on questionne le fait pourquoi est-ce que la Turquie a entré dans une période de violence après les élections de juin. Avant les élections, les Kurdes votaient pour le AKP, on avait le processus de paix. Après les élections, quand les Kurdes n'ont pas voté pour l'AKP, soudainement, les violences ont recommencé. Il faut
évidemment souligner le fait que le PKK a aussi saisi cette occasion. Ils ont répondu aussi disproportionnellement parce que je pense que le PK, elle aussi, elle était très mécontente de voir que la partie pro-kurde, le mouvement politique gagnait du terrain en Turquie. Parce que je pense que quand le parti politique kurde gagne du terrain, ça veut dire que c'est le PKK qui va perdre le terrain sous ses pieds. Donc on a eu l'impression que le gouvernement et le PKK pensaient qu'ils allaient tous les deux bénéficier de cette vague de violence. Je vous ai lu, Kendall Nezhan, aujourd'hui dans le Figaro, et vous disiez ce qui a changé aussi la donne, parce que donc il y a quand même cette fracture aujourd'hui au sein de la société turque, et la reprise, vous le disiez, Marc Semo, vous employez même le terme de guerre civile. Aujourd'hui, il faut savoir que la Turquie ne combat pas l'organisation de l'État islamique, mais la Turquie combat avant tout les Kurdes. Et vous disiez dans votre papier, Kendall Nezhan, que le tournant, ça a été quand même Kobané, c'est-à-dire cette ville qui se trouve en territoire syrien, qui a été donc prise par les Kurdes donc, qui étaient à l'intérieur de Kobané, à quelques kilomètres de la Turquie. Les Kurdes, les Peshmerga, enfin, c'est pas les Peshmerga, les Kurdes qui ont combattu l'organisation de l'État islamique, et les Turcs de l'autre côté de la frontière qui ne sont pas venus les aider. Ça a été le tournant, parce que si M. Erdogan a pu, à 2 reprises, remporter la majorité des suffrages au Parlement et être élu président, c'était grâce au vote kurde. Pourquoi? Parce que le seul parti pro-kurde devait franchir le barrage de 10% de suffrages. Et comme dans les circonstances de la Turquie de l'époque, d'ailleurs, le parti kurde avant ne pouvait pas se présenter aux élections, l'essentiel des sièges des provinces kurdes allait au secours de M. Erdogan, qui était élu. Et lui, pourquoi ils ont voté pour lui? Les autres partis turcs ne sont pas présents dans les régions du Kurdistan. Pourquoi ils ont voté pour Erdogan? Parce qu'il promettait la paix, le dialogue. Il y a eu effectivement des réformes de démocratisation. Il y a eu un début de reconnaissance de l'identité kurde, des droits culturels, une chaîne de télévision en langue kurde. Les gens croyaient à ce discours. Et on était à 2 doigts d'arriver à un règlement pacifique entre le PKK et le gouvernement. Il y a eu un protocole qui a été annoncé au palais de Dolmabahçe, au palais présidentiel à Istanbul. Là, il fallait absolument une loi autorisant des combattants à regagner le Kurdistan irakien sans être inquiétés. M. Erdogan l'avait promis, il n'a pas tenu promesse. Mais tout ça, c'était dans le cadre de ce processus-là. Et arrive Kobané, cette ville kurde qui résiste à la barbarie de l'État islamique. Et les Kurdes réalisent que le gouvernement de M. Erdogan souhaite la victoire. M. Erdogan l'a annoncé plusieurs fois. Avec une mauvaise joie, il l'a annoncé plusieurs fois. Maintenant, on peut analyser oui, non, etc., mais c'est la perception de la population. Et pour vous, c'est donc le tournant, ça justement, le tournant. Et ce qui explique que l'électorat finalement HDP, c'est-à-dire pro-kurde de Demirtas, cet électorat en tout cas pro-kurde, se soit détourné de l'AKP pour se reporter sur Demirtas, qui, on le dit à nos téléspectateurs, a remporté quand même le 7 juin 13% des suffrages et quand même 80 sièges au Parlement. Et donc, le président Erdogan a perdu la majorité absolue. Ali Onaner voudrait réagir parce qu'il faut qu'on avance aussi dans le débat. Non, pour vous donner un exemple, parmi les fondateurs de l'AKP, il y a des gens, des députés, comme M. Mildin Guilfrat, qui étaient fondateurs de l'AKP. Donc un conservateur, un aristocrate vraiment très éloigné de ce parti pro-kurde, après cette politique turque à Kobané, ils se sont tous sentis tellement blessés dans leur dignité de Kurdes qu'ils ont rejoint le front constitué par le HDP. Il s'est porté candidat, il a été élu. C'est pour dire que côté kurde, ça a été vraiment perçu comme une blessure, comme une trahison. Offense et une trahison. Voilà. Ali Onaner, je vois que vous réagissiez sur la trahison, mais moi la question que j'ai envie de vous poser quand même aujourd'hui, on a quand même du mal à comprendre comme ça de l'extérieur que vous fassiez du jour au lendemain la guerre aux Kurdes qui combattent, qui sont les seuls à être au sol, à combattre l'organisation de l'État islamique, et que vous ne fassiez pas la guerre à l'organisation de l'État islamique. Alors, vous faites une grave erreur. Combattre les Kurdes. La Turquie n'a jamais combattu les Kurdes, ne combattra jamais les Kurdes. En ce moment, c'est la guerre civile, Marc Semo me dit. La Turquie combat le PKK et combattra le PKK aussi longtemps que le PKK n'abandonnera pas les armes. Mais ils abandonnaient les armes. Alors,
Ils ont abandonné les armes, il y avait une trêve. Ils ont prétendu abandonner les armes, mais ils ont eux-mêmes déclaré le 7 juillet, puis le 11 juillet, qu'ils recommençaient les attaques. Donc ils ont arrêté la trêve. Et avant même l'attentat de Suruç, le PKK avait donc commencé son action terroriste à nouveau. Alors, ça c'est une première réponse. Marc Semo disait tout à l'heure qu'il y avait un risque de guerre civile. Pour éviter un tel risque, il faut que tous les responsables politiques en Turquie aient du sang-froid. Par exemple, qu'un parti de l'opposition ne commente pas ce terrible attentat en incitant la population qui le soutient à descendre dans la rue. Ou alors que cet attentat ne constitue pas... Mais ce que vous reprochez finalement à HDP, c'est d'être redescendu ensuite dans la rue pour dénoncer ces violences? Non. Bien sûr que... Parce que d'ailleurs, il y a eu, on le dit à nos téléspectateurs, des manifestations hier contre le président Erdogan, des manifestations encore aujourd'hui qu'on va regarder contre le président Erdogan. Les manifestations naturelles à Istanbul, à Ankara, sont nécessaires. Elles se sont déroulées tout à fait normalement parce que les gens, de quel bord politique qu'ils soient, ont besoin d'exprimer leur douleur par rapport à cet attentat. Mais commenter cet attentat comme un élément de son discours politique est très dangereux et ça augmenterait les risques d'une pseudo-guerre civile que je trouve complètement impossible. Moi j'ai envie de vous dire, prenons le dialogue. Finalement, s'il faut chercher une sortie de crise, c'est peut-être pas passe par le dialogue, et c'est quand même ce que vous dites. Hier, il y a eu une réunion quand même du gouvernement turc qui a invité tous les partis d'opposition à venir, le CHP, enfin tous les partis d'opposition, sauf le HDP de Demirtas qui a 80 sièges au gouvernement. Il n'a pas été invité à participer, alors que ses propres militants ont été victimes d'un attentat. Mais justement, il n'a pas été invité à cause de ses discours, de son invitation à descendre dans la rue. On peut juger on peut ensuite discuter si c'était la bonne façon de faire ou non. Les résultats politiques nous le montreront. Je voudrais répondre à d'autres questions que vous avez posées. La position de la Turquie par rapport à l'État islamique. Je l'ai dit plusieurs fois, la lutte de la Turquie contre l'État islamique a été totale depuis le début. Et la Turquie a rendu cette lutte... Depuis le début. Depuis le début. Puis je veux rapprendre quand même que Kobané, c'est à 30 km. Vous avez regardé au loin de la frontière. Kobané, et vous n'êtes pas intervenu. Kobané, je vais vous expliquer. Je veux bien depuis le début. Mais... Depuis le début, depuis bien avant Kobané, la Turquie est le premier pays à avoir considéré Daesh comme terroriste. Et la Turquie a même pris le risque de rendre sa lutte contre Daesh plus visible, avec justement les risques d'action terroriste que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, revenons à Kobané. Effectivement, Kobané, c'était un épisode terrible. Mais quand on regarde de plus près, c'est la Turquie qui a, à elle seule, sauvé la population civile de Kobané. Parce que quand Kobané a été attaqué par Daesh, 200 000 Kurdes de Kobané ont été reçus en Turquie en 48 heures. Et seuls sont restés les groupes liés au PKK pour combattre Daesh et pour avoir le contrôle stratégique de cette ville à la frontière turque. On reproche à tort à la Turquie d'avoir ses blindés à la frontière et de n'avoir pas agi sur le terrain syrien. Est-ce que, unilatéralement, la Turquie peut aller sur le territoire d'un pays voisin, unilatéralement, sans... base juridique. La France le fait, donc je vous rassure, la France le fait en Syrie. Les Américains le font aussi en Syrie. Il n'y a finalement que la Russie qui a demandé à Bachar el-Assad. Mais l'action de la France a une base juridique, c'est de la légitime défense. Oui, et ça c'est contestable aussi. À l'époque, à Kobané, la ville étant à même pas 1 kilomètre de l'autre côté de la frontière, il suffisait d'ouvrir le barbelé pour que les volontaires, pour que les armes puissent rentrer à Kobané et aider la résistance de Kobané. Ça a été une erreur politique majeure d'Erdogan. Et effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec Kendel Nezhan, ça a été un tournant, alors que lui avait été l'homme qui avait eu le courage d'ouvrir ce processus de paix avec les Kurdes. Appelons quand même les choses par leur nom. Cette guerre contre le PKK, depuis 1984, a fait
plus de 40 000 morts. Donc s'il ne s'agit pas d'une guerre civile, de quoi s'agit-il? Donc il était... Qu'est-ce que vous répondez à Marc Semo quand il dit qu'il suffisait d'ouvrir les barbelés et de laisser les Kurdes du sud-est de la Turquie surtout, et les armes passer pour aller à Kobané? Marc Semo le sait très bien, c'est ce que la Turquie a fait. Les Peshmerga du Kurdistan irakien sont passés à travers la Turquie pour lutter contre Daesh à Kobané. Allez, on va avancer si vous le voulez bien, parce que Kobané, c'est un truc. Barchine Inanç, elle n'a pas beaucoup parlé, elle est avec nous en direct d'Istanbul. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, Barchine Inanç, c'est que dans ce contexte de quasi-guerre civile, aujourd'hui, de guerre civile, disait Marc Semo, est-ce que ces élections législatives anticipées peuvent se tenir le 1er novembre? Le pouvoir turc dit oui. Évidemment, et j'espère que ça va se tenir. Il est très important qu'on ait ces élections, justement, parce que il y a une partie de la société qui pense que, justement, le gouvernement, un des buts du gouvernement, c'est d'utiliser cette situation d'instabilité et de suspendre les élections. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se tenir au pouvoir. Ils sont venus par des votes, mais est-ce qu'ils vont accepter de partir par les votes? Aujourd'hui, heureusement, le Premier ministre turc a dit qu'on aura des élections. Comme je vous ai dit, c'est très important. La démocratie turque a beaucoup de problèmes, mais il faut dire qu'on a toujours eu des élections, même dans des journées plus noires, plus pires que maintenant. On a eu des élections dans les années 1990, quand la guerre avec le PKK était plus violente que, je dirais, aujourd'hui. On a toujours eu les élections. Le problème aujourd'hui, c'est aussi d'avoir les élections de manière démocratique. Encore une fois, je peux dire qu'on est fiers que jusqu'à maintenant, dans les derniers 20 ans, 30 ans, en général, on a toujours eu des élections démocratiques. On n'a pas eu beaucoup de problèmes. Et cette fois-ci aussi, il faut qu'on a des élections sans problème. Oui, donc vous êtes pour le maintien de ce scrutin. Kenza Nezan, vous êtes également pour le maintien de ce scrutin. Je vous pose quand même la question parce que l'AKP a dit qu'il suspendait ses rassemblements jusqu'à vendredi. Et quant au HDP, donc au parti pro-kurde, il a dit qu'il n'était pas certain de vouloir maintenir ses meetings. Donc ça fausse quand même aussi un peu la donne, dans la mesure où si on ne peut pas mener campagne... Plutôt à la télévision, les campagnes électorales. Oui. Si ça ne peut pas se faire, donc c'est pas gênant que ça ne se fasse pas sur le terrain. Hein. Écoutez, moi je voulais dire plusieurs choses. D'une part, on est dans un début de guerre civile. Il y a une vingtaine de villes au Kurdistan de Turquie qui subissent l'état de siège. À Cizre, il y a eu une vingtaine de morts. Des civils, des enfants, des femmes ont été tués. À Silvan, il y a eu une vingtaine de morts. Ce sont des villes qui sont bombardées par des hélicoptères. Ce n'est pas le PKK, c'est les gens qui manifestaient pacifiquement. Donc les maisons sont brûlées, les commerces sont brûlés. À Varto également, dans la vieille cité de Diyarbakir également, donc il y a l'état de siège. Il y a des centaines de responsables politiques, y compris des maires, qui ont été arrêtés. Il faut le dire. Alors, donc ça, c'est pour le climat. Allez, on veut répondre quand même là-dessus, parce que c'est quand même... Moi, je ne voulais pas polémiquer, c'est juste une information. L'affirmation état de siège n'est pas tout à fait faux, mais la tentative d'état de siège est appliquée par le PKK. Il y a une obligation d'intervenir dans ces quartiers-là, parce qu'il y a une tentative de blocage de ces quartiers par le PKK. Et l'unique raison... des zones libérées. Et l'unique raison de l'intervention des forces de l'ordre, c'est la tentative d'enlever les barricades. Et les forces de l'ordre sont assassinées par les terroristes du PKK pendant qu'ils essayent d'enlever les barricades. Donc, et les civils et les enfants, c'est les PKK qui bombardaient par les hélicoptères. Allez, encore deux questions, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce débat. Ça, c'est encore une autre polémique. Allez, moi, je vous repose quand même la question, parce que vous n'y avez pas répondu tout à l'heure. Aujourd'hui, quel est votre ennemi principal? Est-ce que c'est l'organisation de l'État islamique ou est-ce que c'est le PKK? Si vous deviez désigner votre ennemi principal aujourd'hui, celui qui pourrait peut-être faire tomber demain la Turquie? La réponse est très simple. Si nous avons la confirmation que le coupable pour l'attentat le plus grave de l'histoire de la Turquie est Daesh, Daesh gardera son statut d'ennemi terroriste premier pour la Turquie. Aujourd'hui, ce qui n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt les Kurdes. La Turquie lutte à force égale contre le PKK,
contre le DHKPC et contre Daesh. Vous voyez parfois une action militaire plus visible contre le PKK parce que les cibles sont établies dans le nord de l'Irak, parce qu'il y a des dépôts d'armes qui sont identifiés. L'action militaire par l'aviation turque vers Daesh est effectuée sous une coordination avec les Américains et les autres alliés. Et la Turquie ne demande qu'à avoir des cibles déterminées par la coalition chez Daesh pour aller les bombarder. Merci Ali Onanar. Un dernier mot, Marc Semo, mais vraiment, vous avez 10 secondes. Est-ce que vous pensez que ces attentats à Ankara peuvent changer le résultat du scrutin du 1er novembre? Est-ce que ça peut permettre à Recep Tayyip Erdogan de récupérer la majorité absolue ou est-ce qu'il peut encore perdre des voix? Le fait d'être l'homme qui peut être la garantie contre le chaos, aujourd'hui c'est fini. Il est de plus en plus perçu comme l'homme qui est aujourd'hui le principal responsable de l'instabilité qui est en train de gagner la Turquie. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Barchin Nignanj d'avoir été avec nous du journal Hurriyet, d'avoir été avec nous en direct d'Istanbul. Merci Barchin. Merci à tous les 3. Vous restez avec moi. On accueille tout de suite Steven Jambeau pour tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. Bonsoir Steven, qu'est-ce qui se passe en Turquie? On commence tout de suite avec ces images de manifestations qui nous viennent d'Istanbul et qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Oui, des manifestations, il y en a eu tout le week-end et elles se poursuivent ce lundi. Regardez ces images qui nous viennent d'Istanbul. On les voit là, on en voit encore d'autres sur votre écran. Ça y est, si ça fonctionne avec cette petite vidéo. Alors, je ne sais pas si vous aurez le son, mais je vais vous dire ce qui est scandé par les manifestants. C'est « Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas ». Voilà, c'est ce que scandent ces centaines, ces milliers de manifestants qui sont actuellement dans les rues d'Istanbul ce soir. Donc, d'autres images encore sur les réseaux sociaux, si j'arrive à arrêter cette vidéo qui tourne. Voilà. Ce sont des images encore de manifestations, on les voit, elles ont débuté vers 19h heure locale et se poursuivent actuellement avec, vous voyez, des centaines de personnes qui se rassemblent pour, voilà, en hommage aux victimes, mais aussi pour critiquer ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait par les autorités turques. Et ce qui a été très partagé aussi aujourd'hui sur Internet, ce sont ces images, les images des funérailles des 97 victimes donc, de l'attentat meurtrier d'Ankara. Ces images de funérailles particulièrement partagées, qui sont ici le fait d'un journaliste de l'AFP, il y en avait aussi d'autres d'un journaliste de l'agence Getty Images. Et ce qui commence à ressortir aussi, ce sont évidemment les portraits des personnes qui sont mortes samedi, avec notamment un candidat du HDP et puis 11 jeunes membres du CHP, un parti socio-démocrate. Et vous voyez ce site Today Zaman qui publie des portraits de ces personnes-là pour raconter un petit peu qui elles étaient et pourquoi elles étaient là aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup de commentaires en images. Regardez par exemple ce dessin de presse d'un dessinateur de la revue dessinée qui dit « Ankara, ça boum pour Erdogan, boum boum », ce petit dessin, donc avec voilà, le rôle que pourrait avoir tenu, ou en gros ce que l'on reproche aux autorités turques, c'est de ne pas avoir peut-être réagi. Voilà. Une autre image avec celle-ci donc d'Erdogan, mangeur de paix, qui mange cette colombe. C'est, vous l'avez dit tout à l'heure, l'organisation de l'État islamique qui est pointée du doigt, en tout cas par le Premier ministre. Et sachez qu'on l'a appris tout à l'heure, la confidentialité, en tout cas le secret de l'instruction va être gardé. C'est en tout cas ce que nous dit Today Zaman. On avait vu la même chose lors de l'explosion qui avait eu lieu à Sourouk au mois de juillet, ou encore à Diyarbakir. Là encore, ce sont des explosions qui avaient frappé des rassemblements pro-kurdes. Et ce genre voilà, d'action ne manque pas de soulever encore les soupçons, l'inquiétude de la part des opposants pro-kurdes. Sachez aussi, comme nous le rappelle Rue 89, qu'hier, et ce week-end en tout cas, après l'attentat, il y a eu des tentatives de propagande sur Twitter de la part des réseaux du gouvernement islamo-conservateur. Rue 89, on a recensé quelques-uns, avec notamment un tweet que je vous ai isolé et que je vais vous traduire. Ces gens sont d'une telle bassesse qu'ils sont prêts à poser des bombes au milieu de leur peuple
pour gagner des voix. Voilà, c'est un utilisateur de Twitter qui se réclame, qui se dit pro-AKP en tout cas. Et on voyait comme ça sur Twitter plusieurs messages de personnes qui en gros disaient aux Kurdes que ce qu'ils méritaient, ou qu'en tout cas même ils avaient encouragé tout cela. Enfin, je vous invite à vous rendre sur le site du Monde pour nous expliquer, une tentative d'explication de ce qui se passe en Turquie, une Turquie qui est au bord du gouffre. Excellent article. De la part de Marie Gégaud, correspondante à Istanbul, qui vous explique qu'au pouvoir depuis 2002, l'AKP a réussi en fait à dresser les Turcs les uns contre les autres. Il faudra voir dans les mois qui viennent comment tout cela se termine. Merci beaucoup, merci Steven. Merci encore à tous les trois d'avoir participé à ce débat et à Barcin Inyanç qui était avec nous depuis Istanbul. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite, le journal.